Bonjour, Pierre du magasin Panajou à Bordeaux. Aujourd'hui, je vais recevoir Honesty William qui va venir nous expliquer le fonctionnement du nouveau Sony A1. On présentera les optiques GM, le 51.2 et le 35.1.4, ainsi que la petite triplette qui nous attend sur les nouveautés Sony. Je serai ici aujourd'hui pour répondre à vos questions que vous nous avez fait passer sur Insta et sur quelques autres supports du magasin. Bonjour. Bonjour, très content de te recevoir aujourd'hui à Bordeaux. De même, c'est plaisir d'être là. Donc on a reçu quelques petites questions de nos utilisateurs Sony et autres que je vais te poser au travers d'eux, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas faire de vraies rencontres avec nos clients. Malheureusement. Mais ça reviendra très bien dans nos workshops qu'on sait très bien faire à Bordeaux. Donc la première question en fait c'est à qui serait destiné le A1 ? Alors le A1, dans mon cas de figure, c'est un boîtier qui va être très polyvalent et qui va être destiné aux photographes professionnels, d'une part, parce que du coup il a l'avantage de réunir toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver aussi bien sur la 9.2 que sur la 7S3 que sur le 7R4. Je suis subjectif dans le sens, effectivement, on n'aura pas 12 millions de pixels, mais on aura bien 50 millions de pixels quand même. Et c'est un boîtier qui va être très très polyvalent. En termes de performance, on a une idée, on est sur un boîtier qui fait donc 50 millions de pixels à 30 images par seconde. On a de la 4K en 4.2.2 10 bits jusqu'à 120 images, plutôt intéressant. Il a même une petite fonctionnalité supplémentaire en 8K, voilà, qui sera en 4.2.0 dans le cas de figure. Et on va avoir aussi un gros avantage, c'est qu'on a un capteur empilé comme sur le A9, donc on peut dire on va en rolling shutter sur la partie photo. La deuxième question, c'est qu'apporte la qualité du viseur du A1, puisqu'en fait, ils ont mis le paquet dans le viseur aussi. Ouais, alors au niveau du viseur, ce qu'on va avoir, pour faire simple, pour ceux qui sont habitués au 7R4 ou au S3, on va encore monter d'un cran. C'est-à-dire on avait le 7R4 qui était un bon viseur, le 7S3 que je trouve un excellent viseur, et là on a encore monté d'un cran parce qu'on a un rafraîchissement qui va être à 240 images par seconde, donc qui est très confortable. Et moi qui viens de l'argentique et des boîtiers qui ont des viseurs optiques, je m'y retrouve très bien dedans et surtout en basse lumière. Parce qu'on voit ce qu'on fait, ça devient très très intéressant à ce niveau-là. 240, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas, c'est vrai que quand on bougeait un petit peu avec un viseur numérique, on sentait qu'il y avait petite des latence. petites latences et, et c'est cette latence donc qui s'envole complètement parce qu'on a vraiment un rafraîchissement très très important à ce niveau-là. Alors, quel intérêt a le A1 par rapport à un R4? Ça, c'est la grande question, puisqu'on avait 60 millions sur le R4, 50 sur le A1. Tout à fait. Alors, moi qui suis équipé aussi en 7R4, voilà, parce que toi, tu as un A9, hein, c'est bien ça? A9 et 7R3. A9 et 7R3, voilà. Donc, j'avais un 7R3, j'ai un 7R4. C'est vrai qu'au début, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait un intérêt réellement pour moi ou pas? Puis, l'ensemble des fonctionnalités fait que ce qui reste au 7R4 pour moi aujourd'hui, c'est ces millions de pixels. Pour le reste, là, la One est devant sur quasiment tout. D'ailleurs, je réfléchis en même temps que je te parle. Mais non, effectivement, il est partout. Il est devant sur tout. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la vitesse de réaction, surtout effectivement au niveau de la F, où on a un cran encore au-dessus de la 7S, je trouve, même si à certains niveaux. La 7S3, je parle. Donc, il y a un F qui est très, très intéressant, qui fonctionne très bien, qui est très réactif. Et on chope tout le temps, même en basse lumière. Donc il a tout pour lui et c'est vrai que j'aurais du mal à aujourd'hui conseiller à quelqu'un de prendre un A7R4 quand il peut se permettre de s'offrir un A1. Oui, et puis ce mélange de la vidéo et de la photo. Moi, c'est ce qui m'a surpris vraiment le plus quand j'ai mis l'œil dans le A1. Je suis habitué à la 9, à la réactivité de la 9 et on est encore assis, quoi. Disons que effectivement, j'ai travaillé avec un A9. Quand tu passes sur un R4, tu trouves qu'il est un peu lent par rapport à un A9 et là tu te retrouves avec un boîtier qui fait tout mieux qu'un A7R4, qu'un A9 2 et qu'un A7S3. Donc tu as les trois mélangés en un seul boîtier, ce qui devient très très intéressant pour nous. Et effectivement, même en montant en ISO, il s'en sort mieux qu'un A7R4. C'est le gros avantage. Je retrouve ce que j'avais sur mon R3 en termes de montée en ISO. Tu vois, monter en ISO sur R3, je peux faire un truc très sympa. En photo, j'ai des photos où j'arrive à monter à 80 000 ISO sur R3. Sur la One, je m'y retrouve. Alors c'est des photos en très basse lumière. C'est la pire des conditions possibles qu'on utilise, on est bien d'accord. Mais sur les plages, on va dire, pour le commun des mortels, jusqu'à 12 800 ISO, tu sors des trucs très sympas. Ça tient un petit peu la route. Alors on avait une autre question, c'est, moi elle m'a un peu surprise, pourquoi 2 processeurs d'A9 dans un One? Alors pourquoi 2 processeurs? Pour tout ce que j'expliquais à l'instant. Gérer 50 millions de pixels en 30 images par seconde, ça demande un peu de puissance. Donc cette gestion-là, effectivement, on va l'avoir grâce à ces processeurs-là, parce que ça fait beaucoup d'informations à gérer.
ce qu'effectivement on ne pouvait pas faire sur d'autres boîtiers. On a mis, sur le A7 Arcade, il y a des limitations qui sont dues justement au fait qu'il manque de puissance. Et là, bah, il peut tout faire et il peut aussi gérer l'avantage du signal vidéo en 4.2 10 bits avec, alors je vais parler peut-être un peu chinois pendant quelques instants, avec des formats de codec qu'on appelle donc du H265, donc format dans, comment on appelle ça? Je n'ai pas dit codec, j'ai dit codec, oui. Format de compression en H265 qui va permettre au boîtier qui est capable de gérer cette compression-là, alors qu'effectivement avec un A7 Arcade, c'est pas possible. Voilà. Donc moi, après, c'est vrai que tout ce qui est en possibilité AF aussi, tout va plus vite et il faut gérer peut-être par l'électronique un peu plus musclé. Aussi, ouais. C'est pour ça qu'il y a pas mal de suivre, effectivement. On va avoir un suivi de l'œil, aussi bien sur les humains que sur les animaux et maintenant sur les oiseaux, ils en rajoutent aussi. Ça demande un peu de travail, surtout sur un capteur de 50 millions. Donc ça se gère plutôt bien et perso, je suis plutôt content. Tu vois. Donc moi j'utilise avec 135. Là j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir essayer le 51.2. Béatrice m'en a dit que du bien. Donc je parle de Béatrice de The QWERTY que vous connaissez déjà, qui m'a parlé combien de celui-ci effectivement. Donc j'aurai la chance pour l'utiliser. J'ai un retour aussi de Christophe qui m'en a parlé, Christophe Brachet qui l'utilise aussi, qui a trouvé top. Et effectivement, moi qui adore le 135, je pense que c'est le prochain qui rejoint ma collection en ce qui me concerne. Alors une question un petit peu par rapport à la puissance de l'objet du A1. Quelle carte utiliser dans la One quand je veux faire 30 images secondes? Alors, si on veut être sûr à 1000%, la CF Express que vous avez utilisée, CF Express type A qui est proposée avec. Là, je me suis amusé à mettre effectivement une... donc on va avoir dedans, j'ai mis une carte 128, donc c'est celle-ci que j'ai mis dedans. Hop, je vais la sortir. Voilà. J'ai les TUF 128 en V90 qui encaisse déjà pas mal du tout. La différence, c'est qu'on va profiter plus du buffer dans ce cas de figure-là, alors que la CF va être capable d'absorber le buffer beaucoup plus facilement. Parce que là, si on met en rafale, par exemple, et on se met en mode photo, parce que je suis en vidéo, tac. Alors attends, il charge ici. Voilà. Et là, effectivement, sur ce 30 images, voilà. Et on est sur une CF. Et là, donc, je ne sais pas si on voit mon écran. Si on voit mon écran, on voit qu'il est déjà en train de décharger les photos à une vitesse assez rapide. Donc, je peux déjà renchaîner si j'ai besoin. Et je peux faire une photo sur Pierre directement, parce qu'il est juste en face de moi. Ça va être plus sympa pour montrer la démo. Voilà. Je vois pas l'écran. Non. Pas de retour écran. Pas de retour écran. Ah, mince. Autant pour moi. Nos vidéos. D'accord. Bon. Alors, une autre question qui m'a un peu surprise, c'est chez Sony, la détection de l'œil que moi je connais depuis 7-8 ans. Oui. Donc on nous demande si elle marche vraiment. Moi je connais la réponse en l'utilisant tous les jours. Oui. Est-ce qu'il marche vraiment? Mais on est déjà plus loin que l'œil humain. Les yeux des animaux, on savait déjà le faire sur les chiens, les chats, les animaux autres que domestiques. Et il me semble qu'on arrive même sur l'œil des oiseaux sur le A1. Tout à fait. Donc effectivement, pour ça, j'aurais bien aimé vous le montrer en direct. Tac. Juste que je me remets dessus pour vous récupérer un signal. Je regarde si en régie ils ont quelque chose du coup. Hop. Voilà, c'est bon, j'avais débranché. Excusez-moi, c'est de ma faute. C'est un peu. Voilà. Alors du coup, on va avoir Pierre qui est ici. L'œil peut-être? Ouais, on va faire l'œil du coup. Donc l'œil c'est assez cool. cool. Je vais juste me reculer un peu. Je vais pas me transformer en oiseau, hein, mais. Non. Alors je vais mettre en AF continu pour qu'on puisse s'en rendre compte correctement ici. Voilà, donc on est en large. On va aller chercher notre AF continu qui est juste là. Voilà. Et là, je vais pouvoir verrouiller l'œil de Pierre. Et là, je peux bouger, mais ça on le connaissait déjà sur pas mal de Vous produits. voyez que je peux m'amuser à me Sauf qu'il va déplacer encore plus loin, quoi, en fait. En bas, et on peut s'amuser à le faire en très basse lumière. Tu vois, je peux remontrer ici. Donc comme on voit là, effectivement, j'arrive à capter Pierre, même en descendant très bas, il trouve quand même l'œil. Donc là, l'image est quasiment noire pour tout le monde, hein, pour information. Donc là, si je remonte ici, on voit bien qu'il y a 1 1250e f1.2 à 160 ISO. Je récupère le visage et l'œil de Pierre ici, ce qui devient assez intéressant pour nous. Donc les oiseaux aujourd'hui, alors moi j'ai quelques clients qui ont pu essayer sur la région du parc ornithologique près de Bordeaux. Ça fonctionne, c'est assez surprenant. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu la chance d'aller photographier des vautours il y a quelques semaines, mais je n'avais pas la One. J'ai pas pu le prendre au magasin, je partais un peu trop longtemps. Voilà. Ouais. Mais apparemment ça marche déjà très très bien. Je crois que tu vas y remédier, non? C'est pas ça? Tu m'en as pas parlé tout à l'heure? Dans quelques petites semaines. D'accord. Bon, ça serait une bonne chose. Du coup, tu es parti avec la 9?
forcément avec la 9 et le 7R3 quand même, que j'aime beaucoup. Alors, la puissance de la F en suivi, aussi, ça c'est une question. Sur la 9, moi je trouvais déjà très puissant, et c'est ce qui m'a surpris il y a quelques semaines quand j'ai mis l'œil dans la One. Je pensais pas qu'on arrivait à faire quelque chose de plus rapide que la 9, qui est quand même déjà, et c'est plus rapide. Ton expérience qui est... Oui, du coup... impressionnant dans tous les cas de figure. Impressionnant dans tous les cas de figure, effectivement. Alors, j'utilise peu la 9.2, j'utilise beaucoup le R4 en ce qui me concerne, mais c'est vrai qu'en termes de rapidité, c'est juste bluffant. Je suis beaucoup au 7R4 et 7S3 en ce qui me concerne, j'ai les deux boîtiers. Et la One me fait réfléchir différemment. Me dit que maintenant, au lieu de choisir le matin quand je veux partir, j'en ai un qui peut faire les deux et ça devient assez intéressant pour moi ici, effectivement. Alors, une question qui vient, je pense, quelqu'un qui est équipé dans une autre marque, on va citer les noms, un Canon R5. Pourquoi Sony n'a pas pensé à protéger, en fait, le capteur par l'obturateur, comme le fait Canon très bien d'ailleurs? Alors, je ne sais pas si la caméra en face peut me voir. Donc, je vous montre, du coup. J'ai éteint mon boîtier. On voit le capteur. Vous voyez le capteur. On ne voit plus le capteur. Voilà. Donc effectivement, la fonction, il faut juste l'activer. Donc je vais vous montrer dans le menu comment on peut l'activer. Et il faut penser à le faire. Si vous le faites, ça marchera directement. Alors effectivement, j'ai retiré mon optique très vite et je l'ai éteint après pour vous montrer qu'on l'avait ouvert. Et donc si je reviens ici, en mettant mon optique correctement, vous me dites quand vous récupérez effectivement mon signal pour que je monte dans le menu où ça se passe. Voilà, normalement c'est revenu. Donc je disais effectivement pour régler l'obturateur de protection. De protection quand le boîtier est éteint. Enfin, c'est un obturateur qui se ferme. On ne joue pas avec, on ne met pas le doigt dessus, c'est pas le but effectivement. Donc on va dans le menu, on va aller directement dans la petite valise tout en bas, ici. Enfin, quand vous aurez le menu, vous serez ici en général, vous allez déplacer en bas sur la petite valise. Et on va vraiment à la dernière option, option de réglage. Et là vous avez la fonction anti-poussière. Vous rentrez à l'intérieur et là vous pouvez mettre obturateur lors de la mise au point hors tension. Effectivement, la traduction est un peu alambiquée. Mais si on appuie sur le bouton C4, vous aurez l'explication qui vous explique bien qu'effectivement, on règle si l'obturateur se ferme ou non lors de la mise hors tension du dispositif et permet effectivement d'empêcher la saleté de coller au capteur directement. Donc là, elle était activée, c'est pour ça que ça fonctionne. Alors une question moi qui m'a beaucoup, pas surprise, mais je suis très surpris de ce qu'a pu faire Sony au niveau du flash sur la One. Et j'aimerais bien qu'un technicien un jour me l'explique. On va parler de la synchro flash, puisque c'est le premier boîtier qui synchronise le flash avec une obturation électronique. Et ça, moi je suis un petit peu waouh. Moi aussi, c'était waouh. Malheureusement, je ne suis pas technicien en interne. Non, c'était pas sur toi, mais j'aimerais bien qu'on m'explique le comment. En mécanique, je comprends, je sais. En électronique, comment ils ont réussi à pouvoir... Ils avaient déjà réussi à le faire. En toute franchise, sur 7R4, en mode pixel shifting, on a une fonctionnalité qui permet effectivement de déclencher le flash en pixel shifting en électronique. Donc, peu de personnes le savent, mais ça marchait déjà dessus. Aujourd'hui. Voilà, donc je t'apprends quelque chose. Donc, j'ai utilisé pour des photos, effectivement, des photos très travaillées à ce niveau-là. Et là, du coup, la fonction est accessible en permanence sur des photos simples, alors que ce n'est pas le cas sur le 7R4. Et alors, il y a quand même encore un petit record sur la vitesse synchro flash mécanique qui est assez sympa. Et là aussi, ça augmente les expos au flash à l'extérieur. Ça a des petits avantages. Et là aussi, c'est assez sympa. Surtout qu'il y a eu un live, je crois, hier qui a été fait avec les fameux Flash Pro Photo que Sony a fait. Donc je salue effectivement Guillaume et Fabrice par rapport à ça, qui ont mis en place hier. C'était avec Laurent Igny, si je ne me trompe pas. Et effectivement, ils ont parlé justement des Pro Photos avec le A1 et avec cette fameuse synchro flash. Donc je vous invite effectivement à retourner ce slide-là si vous avez des questions dessus plus en détail. Mais oui, ça fait le job. Alors le A1, effectivement, on peut voir qu'il est au niveau spectre photo au-dessus de beaucoup de choses. Et puis le petit plus par rapport au boîtier que je suis habitué à utiliser, à part le 7S3 bien sûr, qui était vraiment voué plus vidéo. Les specs vidéo, c'était la question d'un de nos clients. Les specs vidéo sur la One, alors moi je les connais, tu veux nous en parler, mais là aussi on peut faire waouh quoi. Ils ont pris un 7S3 qu'ils ont mis dans un boîtier à 50 millions de pixels en résumé. Sachant qu'il a un avantage supplémentaire d'après moi, c'est qu'on récupère la fonction APS-C Super 35 que j'affectionne beaucoup, qu'on perd sur un 7S3, parce qu'on n'a que 12 millions de pixels. Ce qui veut dire que là, effectivement, je peux me permettre de faire passer mon beau 51.2 à un beau 85.1.2 en appuyant sur un seul bouton, donc c'est assez pratique. Et mon 135, en ce qui me concerne, j'utilise le plus, me fait un 202, je crois, de tête à 1.8.
Quelque chose d'assez sympa. C'est plutôt sympa grâce au mode APS-C et en 4K, l'avantage c'est que comme on a besoin de 8 millions de pixels, du coup on ne perd pas en qualité. On gagne même à la limite en qualité, on va être meilleur en APS-C sur le A1 qu'en plein format. Bon, William, on a parlé des specs photo Tout à fait. pour la photo qui sont effectivement énormes par rapport à la 9 que j'ai. Mhm. Je reconnais que c'est quand même puissance 2,5, c'est ce qu'on annonce. Moi, je vois vraiment que c'est au-dessus de tout ça. J'aimerais bien qu'on revienne un peu plus sur les specs vidéo, parce que c'est vrai que tu nous dis par rapport à la 7S3, une petite bombe, moi je connais un petit peu. Mais le photographe qui, quand on lui dit les specs de 7S3, il ne connaît pas. Donc en fait, le photographe est plus habitué sur de la 4K, effectivement, à 4K, mais limité aux 25 ou 30 images par seconde. Là, je te vois sourire, je sais que tu vas nous l'annoncer, hein. On en a parlé, effectivement, la One, c'est le mélange de la 9.2, de le 7R4 et du 7S3. Et maintenant, je vais te laisser parler un peu des specs vidéo du A1. Alors, les specs vidéo du A1, pour faire simple, on va avoir un boîtier qui va pouvoir effectivement prendre la 4K jusqu'à 120 images par seconde en 4.2 10 bits, ce qui est assez confortable. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu pour vous montrer les specs directement. Donc, on va passer en mode vidéo, donc je vais être coupé pendant quelques instants, parce que je suis sur mode photo, donc il n'y a pas accès. Sur les nouveaux menus, vous verrez bien qu'on a bien un mode spécifique pour la photo, et on a un mode spécifique pour la vidéo. Donc on va passer en vidéo. Tac. Alors une chose importante, tant que tout se met en place, c'est qu'avant, effectivement, on pouvait faire de la 4K avec des grandes vitesses, des grands débits, mais on le faisait sur du disque dur externe. Et la première des premières, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire en interne sur le 7S3 et sur la One, tu vas nous expliquer tout ça. Tout à fait. Donc là, effectivement, sur la One, comme j'expliquais, là, je viens de passer sur le menu, qui est un menu donc 10 vidéos, que j'ai en face de moi ici. Et là, vous avez un menu qualité d'image dans lequel vous pouvez rentrer. Voilà. Et quand on va dans format de fichier, vous aurez directement différents choix possibles. Donc différents choix possibles. Comme vous voyez, tu as parlé de la 4K, mais on a aussi tout en haut, parce qu'on va me le dire. Oui, on a de la 8K dedans, qui est proposée. Donc 8K qui reste en 25 et 30 images par seconde, qui va être limité à du 4.2.0. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça va être de la U4 post-prod, parce qu'effectivement, la norme 4K audiovisuelle aujourd'hui est censée être à 50 images par seconde en tout ce qui va être pays PAL, donc tout ce qui est Europe, et à 60 images sur les pays NTSC, donc États-Unis, Japon. Donc nous, effectivement, ici, quand on se met sur la 4K, on a différents formats. On a du HS, comme vous voyez sur mon écran. Donc le HS, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle du H265. Donc c'est un format qui va être compressé, mais qui va avoir une meilleure qualité. En résumé, par rapport à du H264, je vais prendre 2 fois moins de place à qualité équivalente. Donc je peux doubler ma qualité, puisque je peux prendre le même espace qu'un H264 en ayant plus de qualité. En résumé, c'est ça le H265. Par contre, ça veut dire que derrière, vous avez une machine, un ordinateur pour décompresser, qui doit encaisser un minimum. C'est juste là la contrainte qu'on va avoir à ce niveau-là. Autre chose qu'on va voir, après, on va voir les formats que vous connaissez déjà. Donc si je reprends le XAVCS 4K qu'on va voir ici, ça va être exactement les mêmes réglages qu'on avait avant. Donc pour faire matcher avec un A7 III, un A7 R4 et autres, on peut venir récupérer au niveau du format, donc 25 images sur le même format, et là on peut se caler sur du 4.2.0.8 bits, donc en 100 et en 60 mégabits, que ceux qui ont déjà des boîtiers Sony connaissent déjà. Donc ça c'est le même format, mais en plus ils nous ont rajouté du 4.2.2 10 bits. Donc effectivement Sony a eu une réflexion, pourquoi pas de 10 bits sur le boîtier? Toujours en interne, on est bien d'accord. Toujours en interne, là je suis qu'en interne. Moi j'aime bien le préciser parce que c'est vrai que quand on parle 4.2.2… J'ai une surprise pour l'externe. Les gens connaissent déjà ceux qui suivent à ce niveau-là. Mais en interne, donc 4.2.2 interne 10 bits, on l'a aussi bien en 4K standard et on va l'avoir aussi sur de la 4K, donc H265, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi et surtout sur de la 4K en intra. Alors quand je parle intra, c'est peut-être chinois pour certains, mais ça veut dire qu'en résumé, je vais pouvoir récupérer tout mon signal sans compression, image par image. Alors que d'habitude, quand on a une 4K qui va être on appelle ça en long up, voilà, on va sauter certaines images et va garder qu'une partie de l'information. Donc là, on a un débit qui va monter assez haut, mais par contre, on va pouvoir enregistrer à du 500 mégabits seconde en 4.2.2 10 bits. Alors là aussi, on en parle très peu. Le double slot de chez Sony, qui va accueillir la nouvelle carte, qui va permettre effectivement d'enregistrement, de faire ces enregistrements en interne. Alors, la double carte, la carte CF Express, donc type A, nouveau modèle, va servir en particulier sur, comment ça s'appelle, sur le, je vais retrouver un mot, sur l'SNQ, voilà, le Sui Quick Motion qu'on peut utiliser en interne, qui maintenant permet effectivement de prendre du 4.2.2 10 bits
Tout à fait. En slow et quick motion en interne. C'est-à-dire qu'il va calculer le ralenti directement à l'intérieur et me sortir un fichier qui sera tout de suite ralenti sur lequel je vais pouvoir travailler. Ce qui devient assez intéressant pour nous parce que dans ce cas de figure-là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on n'aura pas de post-prod à faire. On a le ralenti, on le voit tout de suite. Inconvénient, c'est qu'on n'a pas le son. Bon, après, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc il y a deux cas de figure, deux écoles. Moi, j'aime beaucoup le filmer directement en 120 images, mais pas avoir le rendu dans le boîtier et le faire en post-prod parce qu'effectivement, je peux faire des rampes, c'est-à-dire que je peux faire des amortis au niveau des ralentis. Et ça me permet effectivement de pouvoir axer un mouvement et de le ralentir et de garder le son pour faire les effets et les bruitages, par exemple. Et autre format, autre chose que je n'ai pas expliqué, que vous allez avoir avec un enregistreur externe. Donc si par exemple je prends ce type d'enregistreur externe, donc un Ninja dans le cas de figure ici, on va pouvoir récupérer et de la 4K en RAW en externe. Voilà. Donc là, l'ordinateur, je pense que là aussi, il faut qu'il suive. C'est plus facile pour l'ordinateur de gérer un fichier qui n'a pas à décompresser au final, là, sur les machines. Donc il faut des disques durs. En résumé, en 4K, je vais vous dire que 1 Tera, ça représente 40 minutes de rush à peu près. Voilà. Donc après, effectivement, voilà, tu feras ce qu'il faut pour ça, mais il faut prévenir les clients à ce niveau-là. Et là, sur une carte de 80 Go en 500 mégabits seconde, on enregistre une vingtaine de minutes. Je crois que c'est 17, quelque chose comme ça exactement. Mais on est sur de la très très grosse qualité qu'on va utiliser beaucoup sur de la publicité, sur du court-métrage, des choses comme ça. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire qui peut le plus, peut le moins. Donc je peux me permettre d'utiliser des formats qui sont plus légers pour des clients qui ont besoin d'un truc qui est plus léger aussi, donc qui ont moins de budget aussi. Donc c'est assez avantageux. Donc boîtier polyvalent dans les deux sens. C'est pour ça qu'on parlait un peu du mélange Sony. Alors moi, il y a quelques années, on disait, j'en parlais il y a 4-5 ans, quand on aura mélangé l'A9, à l'époque le 7R3 et le 7S2, on en a arrivé, Sony l'a fait. Ouais. Et aujourd'hui, pour moi, quelque part, la One, c'est un petit peu Sony l'a fait. C'est un peu ça. Et ils se sont permis aussi de se dire, plus qu'on rentre dans ce processus-là. Ils l'ont fait avec la FX3. On a eu la surprise d'avoir le S Cinetone, qui est donc un format qui est adapté vraiment pour les... On n'en parle pas trop, parce qu'on en parle un petit peu plus tard. D'accord. La FX3. Mais non, mais je parle juste parce que... Parce qu'il y en a qui sont intéressés par les petits jouets. Je sais. Bon, alors je vais expliquer les petits jouets. Le petit 50 GM 1.2 avec lequel tu joues. On a le petit 35 1.4 GM que tu prends dans les mains. Tout à fait. Et les petites surprises qu'on attendait un peu tous. Moi, je les appelle mes petits bébés. En fait, sur le 7... Enfin, des optiques à la taille du petit hybride. Je la ramène vers toi. Tiens, je vais le prendre comme ça. Voilà. Je pense que la caméra, elle doit être ici. Et si je gère bien, je vais essayer de ne pas jongler avec. Alors, la plupart ont leur parasoleil intégré. Oui. Donc, on arrive à avoir des objectifs qui sont vraiment miniaturisés. Et puis, la surprise, c'était la bague de diaph. Et puis, le bouton fonction. Alors ça, on avait une question sur le bouton fonction. Oui. Des utilisateurs nous demandent toujours à quoi sert ce bouton. Alors moi, je le sais bien sûr, c'est le C5 de plusieurs boîtiers. On va pouvoir mettre encore un petit réglage de plus là où on veut. Et puis la bague, en fait, qui permet aux photographes de jouer par cette petite tiers de diaphragme, de reprendre. Ceux qui ne veulent pas reprennent par les molettes. Et ceux qui veulent aller jouer avec les petits crans d'un tiers de diaph font joujou. Et puis le petit plus, cette bague, elle est débrayable. Exactement. Et elle est faite pour le vidéaste. Tout petit. Si on a des clics ici, en vidéo, je peux me permettre effectivement de venir changer mon diaph. Donc il est glissant ici, ce qui va me permettre effectivement de pouvoir changer le diaph en vidéo, ce qui est plutôt pratique. C'est un peu l'équivalent d'avoir un filtre ND sans avoir un filtre ND variable. Voilà, puisqu'on change la profondeur de champ à prendre en compte aussi. Donc il faut penser dès le début, mais ça permet quand je tourne et que je change de lieu par exemple, de pouvoir m'adapter en fonction de ce qui se passe, ou quand j'ai une lumière qui a changé, de pouvoir changer effectivement mon entrée de lumière directement de la bague. Et quand vous adaptez avec ça que la bague est crantée aussi, on peut adapter des follow focus dedans et des bagues de mise au point déportées et qu'on peut effectivement se permettre de l'utiliser en déporté et venir gérer d'une part la mise au point ou aussi on pourra gérer notre ouverture. Alors ces 3 nouveaux petits bébés, moi je les ai testés sur mon A9, sur mon 7R3, sur la One au magasin. J'ai trouvé très sympa parce que toute petite, on les attendait un petit peu. Surtout puis, quand je retire le pare-soleil. Il ne reste plus beaucoup de monde. Sachant qu'on a un 40 mm dans le cas de figure ici. Le petit 40, le petit 24 et le petit 50. Tu nous parles peut-être du 50 GM1.2 peut-être 50 GM1.2. Une petite bombe. Petite bombe, bonne surprise. Donc il est un peu plus costaud effectivement. Mais pour un 51.2, vous avez remarqué qu'il est quand même assez compact. Alors, ce que je vais faire, je vais le prendre en main ici pour pouvoir vous montrer. Alors, enlève le parasoleil parce que ça montre vraiment. Voilà. Pour un 51.2, c'est la surprise en fait. Donc voilà mon 51.2 en termes de taille, comme vous pouvez voir, le gabarit. Il est très compact.
Donc c'est assez intéressant. Et quand on regarde le 35 à côté, je vais peut-être te donner un petit coup de main. Ouais, t'inquiète. Voilà. Là, donc j'ai mon 51.2 ici et mon 35.1.4 là. Donc on a vraiment deux optiques. Le 52 est plus large forcément. Mais en termes de hauteur, on a un tout petit peu plus grand sur le 51.2, donc assez compact. Alors, on est quasiment dans les dimensions du 51.4 Sony Oui, Zeiss. Hein. Tout à fait. C'est ça. Donc, Je crois même qu'il est un peu plus léger de tête. Ouais, plus léger, ouais. Tout petit peu plus léger. Donc plutôt pas mal. Petite prouesse technologique. Bien équilibré, je trouve, effectivement. Toujours pareil, on a le système avec la bague qu'on peut bien décliquer ici au niveau du diaph. Voilà. Et on a bien sûr le petit bouton de fonction supplémentaire, le fameux bouton de fonction, je posais la question tout à l'heure, qui va permettre de pouvoir configurer différentes fonctions. De base, il est prévu pour le verrou AF, qui me permet qu'en appuyant dessus, je vais verrouiller mon sujet. Mais on peut venir mettre d'autres choses, on peut venir rajouter une loupe de mise au point par exemple dessus. On peut mettre une autre fonctionnalité, on peut allumer le picking, on a plusieurs choses qu'on peut mettre dessus. Là, tu me parlais tout à l'heure en dehors en fait, de l'idée de mettre aussi pour les yeux des oiseaux, en Oui, fait, les exactement. personnes qui font de la chasse animalière Donc on va peuvent aller permuter et verrouiller en fait les oiseaux. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le boîtier en photo pour montrer effectivement au niveau de la configuration. Ça va pouvoir voir où on le configure et ça permet de se rendre compte effectivement de ce qui est possible d'être fait. Et on a un choix qui est assez extraordinaire. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, quand on va dans le menu, voilà, je vais pouvoir me permettre en photo de venir en menu de personnalisation qui maintenant est passé dans la petite valise. On a une personnalisation des manips et en réglage photo ici, touche perso, je vais venir me positionner au niveau de mon optique. Et là, vous aurez un tout petit peu de choix, comme vous pouvez voir. Donc, je peux effectivement changer mes zones de mise au point, éventuellement. Activer mon suivi à la volée, ce qui peut être intéressant. On peut, vous avez toutes les fonctions de zone de mise au point qui ont fonctionné ici. On va pouvoir sélectionner ici la priorité visage, éventuellement, ce qu'on peut choisir. Donc, vous voyez, priorité visage et les yeux, on peut le mettre. On peut mettre live sur l'œil. Et on peut aussi détecter les yeux du sujet ici directement ou limite changer œil gauche, œil droit directement dessus. Donc il y a toutes les fonctions AF qui sont dessus. Moi j'utilise beaucoup pour la partie vidéo avec la loupe de mise au point que je configure dessus parce que j'aime bien l'avoir de ce côté-là. Bon, j'aime aussi de l'autre côté sur le bouton à l'opposé. Je vais la caler effectivement au bouton central sur la molette. Mais là, je peux facilement lui dire, ben, moi je veux qu'à partir de maintenant, quand je me mets là, tu détectes œil gauche, œil droit. Donc ce que j'ai fait là. Et si je cadre Pierre ici, voilà, et que j'appuie sur mon bouton, vous voyez qu'il change l'œil, gauche, droite. Voilà. Plutôt pratique. Donc en fait, il y avait quelques petites questions posées par nos clients auxquelles on a répondu au travers des questions que je t'ai posées au travers d'eux. Et puis après, il y a une petite question qui est quelle focale Dis-moi. Quelle focale est la plus passe-partout? Moi, je trouve que c'est une question assez difficile et un peu personnelle. Tout à fait. Dans la même question, une autre question, on avait plutôt le zoom ou la focale fixe. Là aussi, moi, de ma part, la focale fixe, ça m'a toujours appris à me déplacer. Je ne suis pas contre les zooms. Tu vas nous raconter ton avis, mais c'est vrai que c'est un peu personnel comme question, donc c'est un peu compliqué à répondre quand même. Ça dépend ce qu'on fait. Voilà. Si on travaille uniquement à l'AF, effectivement, d'avoir un zoom, une focale fixe, ça ne va pas changer énormément. Ce qui va changer, c'est en termes en façon de cadrage, de composition, où effectivement, avec une focale fixe, on va apprendre à se déplacer, on va être beaucoup plus créatif. Et moi, mon prof de photo en argentique à l'époque, j'étais venu avec un super kit Pentax de mon père, j'étais trop fier de moi, avec un super zoom, il m'a regardé, c'est beau ton kit, il l'a pris, il l'a posé sur le côté, il m'a donné un petit compact, à faire des photos. C'est comme ça que j'ai appris la photo. Compact à focale fixe, tu parles. Ouais, compact, donc un boîtier compact, même pas, c'était les compacts où tu avais les pellicules, les toutes petites pellicules dessus, c'était un Xus ou un truc comme ça, je sais plus, un ancien, un vieux truc. Et je suis allé prendre des photos comme ça, c'est comme ça que j'ai appris. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait que ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'a refusé le gros et j'ai appris à cadrer avec ça. Donc c'est vrai que moi je suis habitué aux optiques fixes. Et l'autre raison que je suis habitué aux optiques fixes, quand tu es en partie vidéo ou quand tu fais de la mise au point manuelle, la course de mise au point, qui est du coup beaucoup plus longue, donc beaucoup plus facile à gérer. Alors qu'avec un zoom, faire une mise au point, c'est à la main, c'est sport. C'est très très sport. Dans les dernières questions qu'on avait... Je reviens juste sur la focale, tu disais, excuse-moi, hein, c'est moi qui ai oublié. La longueur de focale, on va dire, dit idéale, tu posais la question. Ça joue du 35 et 50, on va dire, c'est un peu les optiques standards à avoir, suivant que vous soyez plein format ou APS-C, ça va changer. La vision humaine, on est vers les 42, 44, donc on a un petit 40, ça tombe bien, tu vois, qui est là. Donc sur un plein format, on va dire qu'il y a un petit 40,
Ça va être un bon compromis entre les deux. Peu. Ça dépend pour qui. Il y en a qui ont préféré du 24, il y en a qui préfèrent du 35, d'autres qui préfèrent du 50. Le mieux, c'est de prendre les optiques, de demander à les essayer, de les louer et de se faire son idée par soi-même par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Ouais, moi, je vais même un petit peu plus loin, c'est que ça dépend de mon humeur du jour, en fait. Aussi. Je vais facilement du 16-35 au 24, au 55, en passant par le 135. Ah, moi, je suis très J'ai mes petites, mes petites habitudes, ouais. Okay. Une question. Dans les questions qu'on avait ici, c'était à quoi sert le bouton fonction, on y a répondu. Oui. On a répondu en fait un petit peu à toutes les questions, j'espère que vous ne serez pas déçus. La bague, on en a parlé. Ouais. Les focales, on a parlé un petit peu de tout. Et puis revenir sur la présentation des 3 petits bébés, on l'a fait. Sur la 1, je peux peut-être dire 2-3 choses, effectivement. Quelques petites choses pour finir. Ouais, pour finir. Le boîtier a un port HDMI. Vrai HDMI du coup. Donc là, si je débranche, on perd mon signal, mais ça c'est pas trop grave, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un vrai port HDMI ici directement, sur lequel je peux me connecter, ce qui est assez avantageux. On a effectivement pas un écran qui va être orientable comme sur le 7S3, mais l'un dans l'autre, pour ce type de boîtier, je trouve que c'est plus confortable parce que c'est un boîtier photo à la base. Je trouve que tu es plus discret d'être comme ça quand tu shootes, ou par l'inverse, que sur le côté. C'est un point de vue personnel, hein, chacun ses goûts. On va avoir l'autre avantage dessus, c'est qu'on va pouvoir effectivement récupérer la fameuse bague MiShoe qui est au-dessus, qui va permettre de connecter un XLR 4.3M en vidéo et de récupérer toutes les fonctionnalités son. Voilà, donc c'est aussi une bague, comment ça s'appelle ? C'est aussi une broche qui prend le numérique en place. Donc on peut récupérer chaque 4 canaux avec le XLR 4.3M. En vidéo, ça devient assez intéressant. Et sur la partie photo, on a le rolling shutter. Le rolling shutter. Le fameux rolling shutter qu'on n'a pas abordé, qui est assez impressionnant sur la One. Parce qu'effectivement, pour tous les essais que j'ai pu faire avec, et j'ai vu d'autres personnes faire des essais avec, d'accord, que ce soit ambassadeurs, youtubeurs ou des gens qui ont la chance d'en avoir un dans les mains, que c'est un bébé qui est un peu difficile à attraper aujourd'hui, et ben juste bluffant. Voilà. Tous ceux qui bossent avec du A9, qui sont passés à One, ont vu la différence, et c'est vrai que le rolling shutter est aussi réglable. Et je vous montre juste cette fonctionnalité-là parce que c'est intéressant quand même au niveau de l'anti-flicker. Vous allez avoir un réglage qui va se placer donc au niveau de l'obturateur ici. On va aller dans le réglage anti-sentiment et il y a une fonctionnalité qui est rajoutée qui est l'obturateur variable qui va me permettre de venir régler mon obturateur directement à la fréquence près. C'est-à-dire que je peux passer sur du... Voilà, là je passe sur 130, 132, 134. Je peux vraiment choisir ce que je veux jusqu'à 8000 et quelque chose. Donc je peux vraiment compenser au niveau du flicker ma vitesse, et même de base, lui tout seul, le fait déjà. Fonctionne très bien l'anti-flicker de base, il le gère très bien. Je sais que Christophe en a parlé sur des tournages, il se met un 2 millième en général. Quand il y a du flickering sur les tournages qu'il fait en ce moment, on ne peut pas en parler, mais bon, sans commentaire, il n'a pas de problème. Il est avec la One et ça se passe très bien avec, donc vraiment à ce niveau-là, il est meilleur qu'il est passé au-dessus de la 9.2 en termes de photos. Et voilà. Ouais. Voilà. Moi, je tenais à te remercier. Avec plaisir, ça me fait plaisir de ton passage sur Bordeaux, j'espère qu'on se reverra bientôt en vrai avec nos clients. Tout à fait. Avec plaisir. Et puis, c'est le moment de vous faire plaisir. Justement, on va avoir des petites promotions jusqu'à 400 € sur les boîtiers, 150 € sur les objectifs de notre marque Sony aujourd'hui. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au magasin. Et puis, à partir du 19, on se retrouve en vrai dans le magasin. William, merci beaucoup de ton passage à Bordeaux. Et je te dis à très bientôt en vrai avec nos clients. Merci. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao.